Le Brésil était jadis présenté comme la future superpuissance économique, prêt à surpasser la Grande-Bretagne et la France. En 2012, il était un leader de la croissance économique. Son produit intérieur brut a explosé grâce à l'abondance d'énergie, de minéraux et de terres agricoles. Mais aujourd'hui, son produit intérieur brut a diminué de près de moitié par rapport à son sommet, et le paysage économique actuel du pays est méconnaissable. Le chômage est élevé et la dette publique augmente. Pourtant, les Brésiliens doivent aussi faire face à l'inflation. La politique intérieure est instable et le gouvernement est un cauchemar bureaucratique. Le contraste entre la croissance économique passée du Brésil et son déclin actuel remet en question le succès de tous les marchés émergents. Et ces montagnes russes économiques reflètent donc la performance du Brésil sur le terrain de football. Autrefois synonyme de football de classe mondiale et dynamique, les récents échecs du Brésil en Coupe du Monde reflètent une nation qui peine globalement à être à la hauteur de son potentiel. Sur et en dehors du terrain, le Brésil fait face à une question cruciale. Qu'a provoqué ce retournement ? Et le Brésil peut-il retrouver sa place sur la scène mondiale ? La trajectoire économique du Brésil n'a pas toujours été aussi incertaine. Au début des années 2000, le pays a connu une ascension fulgurante qui a captivé l'attention des économistes et des dirigeants mondiaux. Tous se demandaient comment une ancienne région marginale avait pu devenir une puissance en un peu plus de 10 ans. Eh bien, de 2003 à 2013, le Brésil a connu un boom économique porté par la flambée des prix mondiaux des matières premières. La Chine s'industrialisait rapidement. Cela a créé un appétit insatiable pour les matières premières et le Brésil s'est retrouvé parfaitement positionné pour répondre à la demande. Son secteur agricole a relevé le défi. Le pays est devenu l'un des 5 premiers producteurs de 35 produits de base différents. Les fermes et les ranchs du Brésil ont produit des sojas, des céréales et du sucre, faisant du pays le premier exportateur net mondial de produits agricoles. Les riches gisements de minerais de fer du Brésil étaient expédiés pour alimenter l'industrie sidérurgique croissante de la Chine. La production offshore de Petrobras a aidé à répondre à la demande chinoise de pétrole brut. Les forêts amazoniennes ont été converties en pâte à papier pour des produits d'hommes chinois. Lorsque la crise financière de 2008 a bouleversé les marchés internationaux, le Brésil était resté en grande partie indemne. La demande chinoise pour les exportations de matières premières a à peine ralenti, permettant à la croissance brésilienne de se poursuivre. Le Brésil, vaste pays, contrôlait toutes les ressources nécessaires à son développement. Son produit intérieur brut par habitant croissait. Si le Brésil devenait assez riche, les économistes ont envisagé un marché de 200 millions de consommateurs susceptibles de dynamiser les autres économies sud-américaines. Les dirigeants affirmaient pourtant que le Brésil allait prendre sa place légitime parmi les grandes puissances mondiales. Le gouvernement a utilisé sa nouvelle richesse pour mettre en place des programmes sociaux ambitieux comme Bolsa Familia qui apportaient une aide financière aux familles à faible revenu. Ces initiatives ont sorti des millions de la pauvreté et élargi la classe moyenne. L'accès aux soins de santé et à l'éducation s'est nettement amélioré. Cependant, sous la surface de ce miracle économique, des fissures commençaient à apparaître. Alors que le Brésil profitait de son nouveau statut mondial, il a décroché un prix potentiellement couronnant. L'opportunité d'accueillir les Jeux Olympiques de 2016, l'annonce a été reçue avec optimisme. C'était perçu comme une occasion pour le Brésil de montrer sa puissance économique et sa vitalité culturelle au monde entier. Les dirigeants du pays voyaient les Jeux comme une fête de révélation pour une nation qui avait enfin pris sa place parmi l'élite mondiale, tout comme les Jeux Olympiques de Pékin en 2008 l'avaient été pour la Chine. Cependant, l'écart entre les aspirations du Brésil et sa réalité a commencé à se creuser presque immédiatement. Alors que les préparatifs pour les Jeux Olympiques s'accéléraient, les fondations économiques du pays ont commencé à s'effondrer. Le boom des matières premières qui avait alimenté l'ascension fulgurante du Brésil touchait à sa fin, révélant la faiblesse sous-jacente de la structure économique du pays. Alors que la demande en provenance de la Chine ralentissait et que les prix du minerai de fer et du pétrole chutaient, l'économie brésilienne s'est retrouvée à l'arrêt. En même temps, l'instabilité politique a augmenté. Des scandales de corruption ont sapé la confiance du public et des investisseurs. Et la capacité du gouvernement à gérer efficacement l'économie a été remise en question lorsqu'on s'est rendu compte que l'augmentation du budget gouvernemental n'avait pas été bien dépensée. Les projets d'infrastructure liés à la candidature olympique ont pris du retard et largement dépassé le budget.
Des images d'installations inachevées, entourées de déchets et de débris ont commencé à circuler à l'international, ternissant la réputation du Brésil. Les fonctionnaires, confrontés à des salaires impayés, se sont mis en grève, et la récession économique qui a suivi a durement touché les Brésiliens au quotidien. Le chômage a fortement augmenté, annulant les progrès des années de prospérité. La classe moyenne en pleine expansion, autrefois saluée comme le signe du miracle économique brésilien, s'est retrouvée à lutter pour conserver son nouveau statut. Alors que le monde entier se concentrait sur les Jeux à Rio de Janeiro, les troubles économiques et politiques du Brésil dominaient l'actualité. Le pays, proche de devenir une superpuissance mondiale, faisait désormais face à une récession, des scandales politiques et un mécontentement généralisé. Les Jeux olympiques sont même devenus un sujet de discorde au sein du Brésil. Les critiques soutenaient que les milliards dépensés pour organiser les Jeux auraient été mieux utilisés pour répondre aux besoins sociaux et économiques urgents du pays. Le contraste entre les sites olympiques étincelants et les favelas environnantes rappelait crûment l'inégalité persistante au Brésil. Les conséquences des Jeux olympiques ont vu le Brésil lutter avec les répercussions de ses politiques économiques et de ses promesses trop ambitieuses. Le rêve de devenir une superpuissance mondiale s'était envolé, et les problèmes n'étaient pas encore terminés. Alors que l'économie brésilienne vacillait, une révélation inattendue se préparait. Ce qui avait débuté comme une simple enquête allait bientôt devenir le plus grand scandale de corruption du pays, impliquant des figures majeures de la politique et des affaires brésiliennes. En 2014, une enquête de routine sur le blanchiment d'argent dans une station de lavage locale a, de façon inattendue, révélé un vaste réseau de corruption, impliquant des politiciens de haut niveau et des entreprises d'État comme Petrobras. L'enquête, baptisée Opération Lavage Express, allait ébranler le Brésil jusque dans ses fondements. L'opération Lavage Express a révélé une vaste fraude chez Petrobras, notamment concernant les contrats liés aux riches réserves de pétrole du Pré-Sel découvertes en 2007. L'ampleur de la corruption était stupéfiante, avec des milliards de dollars détournés par le biais de contrats surfacturés et de pots de vin. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, il est devenu évident qu'il ne s'agissait pas simplement d'un cas de corruption isolé, mais d'un problème systémique qui avait imprégné les institutions politiques et économiques du Brésil pendant des années. Cela a été révélé exactement au moment où l'économie chinoise ralentissait. La croissance insuffisante du principal partenaire d'exportation du Brésil a eu un effet domino à Rio. Le produit intérieur brut du pays a chuté de 75% en 2015. Les investissements étrangers, qui avaient été un moteur clé de la croissance économique du Brésil, ont fortement diminué alors que les entreprises internationales se méfièrent des risques liés à faire des affaires dans un pays enlisé dans la corruption. Les conséquences politiques de l'opération Lava Jato ont été tout aussi spectaculaires. L'enquête a conduit à la destitution de la présidente Dilma Rousseff en 2016 ainsi qu'à l'emprisonnement de l'ancien président Lula. Et oui, il est ensuite redevenu président et il quitte maintenant le pays. Je vous promets que nous y reviendrons plus tard. Ces événements ont marqué un tournant dans la politique brésilienne, révélant l'ampleur de la corruption au sommet et la fragilité des institutions démocratiques. Des manifestations massives ont éclaté dans tout le pays alors que la population exigeait des comptes. L'opération Lava Jato a également mis en évidence les vulnérabilités liées à la forte dépendance du Brésil à l'égard des entreprises publiques comme Petrobras. Le scandale a mis en lumière comment ces entreprises, censées être des moteurs de croissance économique et de fierté nationale, avaient au contraire été lamentablement mal gérées. Le Brésil est très similaire à l'Australie. Les deux pays sont d'anciennes colonies européennes, ce qui a contribué à établir leurs institutions démocratiques. Riches en ressources naturelles et terres agricoles, ils soutiennent d'importantes économies d'exportation de matières premières dépendantes de la Chine. Bien que le territoire soit vaste, la plupart restent inhabitables. La population des deux pays se concentre dans de grandes villes du littoral. Le produit intérieur brut par habitant de l'Australie est plus de 6 fois celui du Brésil. C'est un simple problème mathématique. La population de l'Australie est plus de 8 fois inférieure à celle du Brésil. L'Australie a mécanisé son agriculture et ses mines, puis réparti les revenus entre moins de personnes. Si le Brésil veut rendre une population aussi énorme prospère, il doit s'industrialiser. C'est la seule façon pour un pays aussi vaste d'échapper à la trappe du revenu intermédiaire. Malheureusement, la fenêtre pour le faire s'est peut-être refermée. Le pic des investissements au Brésil remonte à plus de 10 ans.
Avec le départ à la retraite des baby-boomers, difficile d'imaginer d'où viendrait le capital. La Chine ne veut pas que le Brésil s'industrialise. Ils veulent que ces industries restent en Chine. Pourquoi investir au Brésil en tant qu'Européens ? Les taux de criminalité y sont comparables à l'Afrique du Sud. Des données récentes montrent que le Brésil a enregistré plus de 40 000 homicides en 2022, soit une moyenne de 111 morts violentes par jour. C'est l'équivalent d'un homicide sur 5 dans le monde qui se produit au Brésil. Malgré la baisse du taux d'homicide au Brésil depuis 2017, il demeure plus de 3 fois supérieur à celui des États-Unis. Certains pensaient que Jair Bolsonaro pourrait régler les problèmes et devenir le Lee Kuan Yew ou le Nayib Bukele du Brésil. Le Brésil étant un système fédéraliste comme les États-Unis, le gouvernement central n'est pas assez fort pour résoudre efficacement le problème. Même s'ils réussissent, un autre problème attend le Brésil. Le taux de fécondité totale au Brésil est tombé à seulement 1,6 enfants par femme. Il n'y a donc plus d'opportunités démographiques à saisir. Le Brésil va probablement vieillir avant de devenir riche. Ce n'était pas censé être le cas. Le Brésil était censé être l'une des histoires optimistes. Il a fondé de vieilles universités. Il est indépendant depuis le 19e siècle. Il semblait que le Brésil était un candidat idéal pour l'industrialisation, mais il a raté sa chance. Les années de prospérité des années 2000 étaient en fait le signe qu'ils allaient rater le coche. Ils ont tout misé sur les matières premières. Et une économie basée sur le sucre, le café, le tabac, le bœuf, le soja et de belles plages ne peut aller que jusqu'à un certain point. Cela contraste fortement avec la trajectoire de développement de la Corée du Sud, de Taïwan et du Japon. Leurs dirigeants investissent dans les secteurs industriels depuis des décennies. Ils sont désormais des piliers dans de nombreux secteurs industriels et affichent en certains des produits intérieurs bruts par habitant les plus élevés de l'hémisphère oriental. Le Brésil a finalement lié sa destinée à la Chine. Les États-Unis, exportateurs agricoles, préfèrent acheter leur bœuf d'Argentine plutôt que du Brésil. L'Union européenne est extrêmement stricte sur ses normes en matière de pratiques agricoles, et l'agriculture dans la jungle tropicale nécessite beaucoup de pesticides. Ça ne va pas marcher non plus. Il semble que des pays comme l'Indonésie aient tiré des leçons des erreurs du Brésil et aient développé des industries de raffinage du métal pour accompagner leurs opérations d'extraction minière. Nous sommes dans la dernière fenêtre où cela offre une vraie opportunité pour le Brésil. La mondialisation décline. Le monde se fragmente en économie plus régionale. Le Brésil ne peut vendre ses matières premières qu'à la Chine, aucun autre grand marché n'existe. J'ai déjà fait une vidéo expliquant pourquoi cela ne se passera pas bien. Encore pire, l'agriculture brésilienne dépend fortement des engrais. Ils sont le deuxième importateur d'engrais après la Chine. Donc toute perturbation de la production d'engrais en Biélorussie et en Chine signifie que la production agricole brésilienne chute considérablement. Voici la seule chose qui me ferait changer d'avis sur l'avenir du Brésil. L'émergence d'un Deng Xiaoping brésilien serait intéressante. Deng a créé des zones économiques spéciales en Chine, déclenchant une forte croissance économique. Milei va bientôt tenter la même chose en Argentine, un rêve anarcho-capitaliste. Créer un environnement fiscal et réglementaire léger pour attirer de nouveaux investissements dans la région. Cibler certains développements industriels attrayants, qui pourraient intéresser les efforts de relocalisation en cours dans l'hémisphère occidental. Et, en même temps, briser l'emprise du crime organisé. Rendez ces villes beaucoup plus sûres. Vous attirerez plus de touristes, vous pourrez profiter d'un peu de Churrasca. Maintenant, même en le disant, cela semble improbable, et ça l'est probablement. Mais c'est pour cela que les grands dirigeants sont vénérés. Ils ont réellement changé le cours de l'histoire au lieu de simplement laisser la société se débrouiller, tant bien que mal. Le dirigeant actuel de l'Indonésie a peut-être agi ainsi. J'ai fait une vidéo dessus. Si elle vous a plu, allez la voir. Merci.